Bonjour Marcel Gauchet, Bonjour. bienvenue dans l'esprit de l'escalier. Je rappelle, pour ceux qui auraient été sur la planète Mars ces derniers temps, vous êtes philosophe, historien, auteur de cette somme qui est l'invention de la démocratie. Et je le dis aussi, vous êtes une sorte de prophète. Car pour préparer cette émission, Marcel Gauchet, j'ai relu un article que vous aviez publié dans Le Débat en 1990, un article qui avait fait grand bruit d'ailleurs, qui s'appelait « Les mauvaises surprises », qui avait pour titre « Les mauvaises surprises d'une oubliée la lutte des classes ». Eh bien, cet article décrit à peu près tout ce qui nous arrive, y compris la montée des populismes, notamment en réaction aux politiques européennes. Donc, je tenais à vous rendre cet hommage. J'ai été tout à fait. J'invite nos lecteurs, nos téléspectateurs d'ailleurs, à lire cet article dans lequel vous démentiez déjà le système de la diabolisation de Le Pen. Et dans le fond, si je vous parle de cet article, c'est pas seulement pour le plaisir, mais parce que ça concerne évidemment cette question du clivage des classes, de la lutte des classes éventuellement, est au cœur du sujet sur lequel je voudrais vous interroger aujourd'hui, puisque je voudrais vous interroger sur la poursuite de la recomposition macronienne ou macroniste, pourrait-on dire, qui se poursuit donc avec la décomposition de la droite. Ou plus exactement, c'est ma première question. Est-ce que ce qui se passe, cette décomposition d'un camp qu'on appelle encore droite, entre la LR, enfin les Républicains, la République En Marche et divers groupuscules faisant office de sas entre les uns et les autres, est-ce que cette recomposition est la suite, cette décomposition est la suite logique de l'élection présidentielle? Est-ce que c'est, disons, oui, la poursuite de ce processus? Oui, c'est un processus lent, ce qui trompe dans un monde habitué à l'événement, à son hystérisation médiatique, mais c'est un travail qui vient de loin et qui d'ailleurs, il faut commencer par là, je pense, est parfaitement symétrique de la décomposition de la gauche. Alors il y a des petits décalages qui tiennent aux occurrences électorales, mais ce à quoi nous assistons fondamentalement, c'est à la double agonie du mitterrandisme et de ses héritiers et du chiracisme de l'autre côté, à droite. N'oublions pas que c'est Chirac qui a fait élire Mitterrand. Ce sont ces deux partenaires qui ont fabriqué d'un côté un néo-gaullisme de moins en moins gaulliste, un sas de décompression à droite qui produit aujourd'hui tous ses effets, et à gauche, un néo-socialisme de plus en plus libéral qui amène au désastre à peu près complet que nous observons aujourd'hui. Donc, il faut voir ce qui s'est passé dans les deux cas. Un, des gens qui ne comprennent absolument rien, et à droite et à gauche, à ce qui est en train de se passer dans les années 80, 90 et la suite. C'est ça que vous décrivez vraiment très bien dans cet article, c'est un double processus de cécité. Voilà, et d'autre part, une double conversion à une politique qui est un mélange de paresse et de cynisme. Et c'est ça qui finit par échouer lentement, avec les changements de la société. En l'occurrence, à droite, le fait fondamental, c'est le délitement lent mais certain de la matrice catholique qui soudait sociologiquement et culturellement la famille conservatrice et la famille libérale en maintenant entre elles un lien profond sur un niveau dont les acteurs n'étaient pas conscients, mais qui faisait que c'était un bloc relativement solide en dépit de ce qui les divisait depuis longtemps, et qui a d'ailleurs eu toutes sortes d'oscillations entre l'UDF et le RPR. Enfin, vous pensez que c'est fini? Vous pensez que finalement, bien qu'on ait vu ces dernières années malgré tout une droite catholique assez active, assez vivante, assez... militante. Oui. Mais la définition d'un militant, c'est qu'il n'a pas de troupe. C'est une loi sociologique. Donc dans un monde médiatique... Oui, aujourd'hui. On le voit, dans notre monde médiatique, on le voit et on l'entend beaucoup, mais il faut voir les divisions qui sont derrière et qui sont en général très peu nombreuses. Oui. Et d'où l'illusion d'optique que produisent éventuellement des mobilisations qui circonstanciellement peuvent être importantes, mais qui ne correspondent à aucune adhésion idéologique et à aucun rassemblement sociologique. Surtout quand ces mobilisations se traduisent essentiellement par des clics, des tweets et des... Même des manifestations. La manif pour tous a eu une efficacité mobilisatrice importante, mais ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on a conclu un peu vite, que les gens adhéraient
à quelque chose comme un mouvement organisé dans lequel ils se reconnaissaient. Non, mais elle a tout de même mis en lumière justement une jeune génération catholique qui était très investie dans la vie, dans un certain nombre de sujets. Donc ça existe. C'est les Black Blocs de la droite. Les Black Blocs de la droite, très bien, bravo. Ça ne représente pas les masses. Mais un mot, vous avez parlé de cynisme et de paresse. Alors je vais essayer tout de même une toute petite tentative de défense. Mais il faut des avocats toujours. Merci, que tout de même ces deux camps, surtout en France où ils étaient tout de même forgés dans un moule national, ont été pris en quelque sorte totalement à contre-pied par la mondialisation économique qu'ils n'ont pas choisie. Certes, on l'a accompagnée, on s'est enthousiasmé, mais elle s'est faite sans quiconque le décide de l'accompagner. Personne ne l'a décidé, mais en même temps, personne n'a cherché à comprendre les modalités d'un accompagnement raisonné qui aurait pu en limiter les effets. Ce qu'on appelle la régulation. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'était possible? Oui, bien sûr que c'était possible, ça l'est toujours et ça le sera. Ça va être la matière politique des prochaines années de la démocratie. Écoutons bien, c'est le message d'espoir de cette émission. Non, mais sans doute, mais si c'était si simple, si vous voulez, si c'était si simple de rétablir le rapport de force entre les États et les forces économiques, je pense qu'on le saurait. Non, il y a des gens qui s'en tirent assez bien. Je veux dire, ne faisons pas le cas français est celui d'une démission particulièrement poussée, et dans l'intelligence du phénomène, et dans la riposte à ses conséquences les plus néfastes. D'autres s'en tirent beaucoup mieux que nous. C'est vrai. Bon, mais là peut-être ce sera l'objet justement d'une autre discussion. Là, je voudrais qu'on revienne à la droite. Philippe Reynaud a écrit dans Le Monde une tribune au vitriol, dirais-je, Très juste. Et genre pour la droite LR, en disant elle n'a eu aucun succès ni chez les sympathisants du Rassemblement national, ni bien entendu chez les amis des Gilets jaunes. Elle n'a rien gagné dans les classes populaires, elle a beaucoup perdu dans l'électorat de l'Ouest parisien, de Neuilly et de Versailles, qui avait fait le succès de François Fillon en 2016. Mais, très bien, c'est un diagnostic imparable. La conclusion qu'il en tire, c'est qu'en réalité, il n'y aurait aucun espace en France pour un vote conservateur ou pour une politique conservatrice. Alors est-ce qu'on peut jeter une idée ou un point de vue parce qu'il n'a pas marché? Ça, c'est une première question. Et est-ce que vraiment le débat, donc dans le fond, aurait lieu entre le centre droit et la droite modérée, en quelque sorte, pour ce qui est hors du Front National, hors du Rassemblement National? Alors, il faut distinguer deux plans. Le plan intellectuel, idéologique, et le plan de l'analyse des forces en présence. On a effectivement deux pôles très solidement constitués, le Rassemblement national à droite et Macron et la Macronie au centre. Et le phénomène que personne n'avait anticipé vraiment, c'est la séduction du pôle macronien par rapport à la droite modérée. Macron est perçu dans un premier temps, au moment de l'élection, comme un homme de gauche. Il vient de la gauche, il a été ministre de François Hollande. Comme un fauné de François Hollande. Voilà. La politique qu'il mène et les réactions que cette politique suscite changent complètement l'image. Parce qu'il faut dire une chose, dans cette élection européenne, Macron est un miraculé. Il a perdu son électorat de gauche, mais il l'a retrouvé à droite. Il l'a retrouvé à droite. Mais... C'est miraculeux. C'est pas quelque chose qui va de soi et qu'il faut comprendre. Macron a fait la politique que la droite est incapable de faire, ce que les électeurs de droite ont quand même constaté. Il a fait la réforme de l'ISF, il s'est attaqué au Code du travail, il a osé s'en prendre à la SNCF et au statut assez particulier des cheminots, etc., etc. Toutes choses qui ne sont, quelque limite que soit sa politique, c'est le signal d'un possible que la politique de droite, y compris Sarkozy, le matamor qui allait tout défoncer, qui s'est écrasé platement devant tous ces chantiers, et sans être capable d'expliquer pourquoi ils n'ont rien fait. Donc il y a un avantage énorme
Macron a donné l'impression à tout un électorat de droite que, effectivement, la droite de gouvernement classique était lamentable. Il n'a pas fait exprès, mais c'est le résultat. Et j'ajoute un élément très important. Oui. Ironiquement, je dirais que la critique de gauche a payé à droite. Le président des riches, eh bien oui, les riches se sont dit, mais c'est le nôtre. D'accord, donc précisément, c'est exactement là où j'allais... Et c'est le rempart de l'ordre. Oui. Face à un mouvement comme les Gilets jaunes qui a fini par inquiéter beaucoup dans les populations bien intégrées. L'homme de l'ordre et l'homme du business, en quelque sorte. Donc il y a cette concurrence. Très bien. Et cette concurrence a des effets ravageurs, parce qu'il ne faut pas analyser simplement une offre politique. La relative réussite de Macron sur toute une série de chantiers jette une ombre terrible sur le passé de la droite dont elle a été incapable de s'expliquer. Et il faut arrêter avec la vieille recette que Chirac exprimait avec un cynisme rigolard tout à fait sympathique. Vous savez, dans les élections, ce qui compte, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on promet de faire. Et le reste, eh bien justement, si on fait, on n'a plus rien à dire après. Mais tout de même, ces regroupements, d'abord, juste sur cet électorat de droite, ça signifie cet électorat-là, qu'en quelque sorte, il a voté en fonction de considérations de classe. Et surtout de considération d'opportunité. D'intérêt, d'opportunité. Mais oui, parce on n'est plus dans un système d'adhésion à des familles avec une cohésion. On est dans un système de choix où, en fonction des circonstances, on se détermine, d'autant dans une élection européenne que les enjeux ne sont pas clairs. Et donc justement, la civilisation européenne, il s'en fiche donc. Parce que Bellamy, François-Xavier Bellamy, dont on a parlé ici même, a beaucoup parlé de civilisation, de culture, de... Oui, et ça, c'est le vieux bloc conservateur, avec ses vertus et ses limites, qui ne parle plus à ce public-là, et qui a changé très profondément. Oui, alors peut-être on reviendra sur ce changement, mais tout de même, tout ce que vous nous montrez, tout ce que vous nous dites, ça montre que, dans le fond, il y a deux plans, comme vous le dites. Il y a la tectonique des plaques idéologiques et il y a la superstructure politique. Et une grande partie de nos problèmes viennent du fait qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux. Donc, Macron a fini par rassembler un bloc qui est relativement homogène dans ses intérêts, dans ses représentations. On pourrait parler d'un parti de classe, en quelque sorte. Enfin, c'est surtout un parti de circonstances. Je pense Macron répond à un sentiment dans ce pays de réponse à l'immobilisme, qui est quand même la marque distinctive de la politique française. Il est l'homme du mouvement. Et je pense que ça emporte toute autre considération. Il n'a pas besoin d'une idéologie très arrêtée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les tentatives pour la définir... Vous n'avez pas aimé le livre sur le progressisme il est très sympathique. De ses conseillers. Il est très sympathique, mais c'est en gros ce que pense 80% de la population. Donc ça ne fait pas un parti politique. Vous voulez dire d'être pour le bien et contre le mal. Donc, mais ce n'est pas le sujet. Macron n'a pas besoin... Il répond à une circonstance historique. Le pays est en panne de réformes que le consensus majoritaire juge nécessaires, et il est celui qui promet la mise en mouvement d'un pays qui se sent nécrosé, conservateur, immobiliste. Consensus majoritaire, oui, je le pense là-dessus. Sur quelques réformes. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une alliance des Gilets jaunes et d'une certaine bourgeoisie pour dire que l'État commence à nous... Ben oui. Voilà. Il faut prendre la mesure de la réponse. C'est pas une famille idéologique. Oui. C'est une circonstance historique et un créneau de mise en mouvement de la société française. D'accord, mais excusez-moi, je sais que le mouvement est tout. Et non, le mouvement est très simple sur un certain nombre de sujets. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, tout ça, c'est des chantiers sur lesquels tout le monde sait bien. Les gens savent bien de toute façon qu'il faut y passer. Mais ben oui. Donc, et sans parler des abus innombrables auxquels il n'est pas injustifié de s'attaquer. Donc, je vous laisse la responsabilité de ce propos grave. Mais justement, très bien, mais... Dans une France éduquée, il y a un consensus majoritaire sur ces chantiers. Dans une France éduquée. Oui. Très bien. Oui. Justement, parce que ma question est tout de même le rôle du système politique. Pour fabriquer de la légitimité, il faut qu'il puisse mettre en scène, représenter les conflits.
et exprimer les clivages. Et donc, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'essayer d'expliquer, de vous inviter à essayer d'expliciter les nouveaux clivages, puisque je reviendrai, ce sera ma dernière question sur la droite et la gauche, mais est-ce qu'il faut aujourd'hui organiser le système politique? Est-ce qu'il est en train de s'organiser autour du clivage populiste, progressiste, libéraux, souverainiste? Est-ce qu'il faut, enfin voilà, comment, dans le fond, doit-il s'organiser? Il se désorganise surtout, parce qu'il se démultiplie. Il y a un phénomène central, qui est la relativisation, de toute façon, du clivage gauche-droite, en fonction d'un fait simple, qui est la disqualification du vieux partage gestion publique de l'économie contre gestion privée. C'était ça, la gauche et la droite. Les nationalisations contre l'entreprise privée, le marché contre le plan, etc. C'était l'imaginaire constituant du clivage droite-gauche. Il n'existe plus. Tout le monde est dans le bain des principes de base libéraux, ce qui ne veut pas du tout dire qu'ensuite on n'a pas des divergences très importantes, mais ce clivage-là est complètement relativisé. Mais en revanche, la nouveauté, c'est que, chaque camp est complètement divisé. L'alliance entre conservateurs et libéraux est de plus en plus difficile à droite. Et l'alliance entre une gauche de gouvernement redistributrice, pour dire simple, et elle-même, et puis d'autre part, une gauche radicale qui veut la démocratie directe ou semi-directe, qui veut la priorité des valeurs de liberté sociétale diverses et variées, etc., est également très puissant. Donc on a deux camps complètement divisés. Plus, si je puis dire, un méta-partage, qui est la nouveauté de la situation fondamentale, qui est le partage créé par la mondialisation, qui est le partage sur la question de l'existence de la nation, qui a une version de gauche et qui a une version de droite. La version de gauche, c'est souveraineté du peuple contre la dictature de l'économie et des marchés. Version de droite, c'est principalement la question de l'immigration. Donc vous mettez tout ça ensemble, vous avez un espace politique éclaté. Mais sauf que vous avez effectivement, vous pouvez très bien avoir des rapprochements entre les uns et les autres sur beaucoup de thèmes, et que peut-être votre vieux camp de la droite et la gauche n'existe tout simplement plus que dans vos souvenirs. Non, il existe encore. Mais il existe encore, d'ailleurs sous une forme amusante, c'est qu'on a affaire à une multiplicité de familles qui disent la vraie droite, la vraie gauche. Et de moins en moins, en fait. Oui. De moins en moins. Je trouve, moi, que le mot gauche a perdu beaucoup de son caractère divin, impérieux. Non, il est devenu un titre de noblesse, donc ça lui valorise considérablement. La vraie gauche, c'est l'équivalent des pères du royaume de l'ancienne France. Oui, dans un petit cercle médiatique. Ce cercle médiatique est quand même la clé de voûte de tout ce qui fait l'opinion publique. C'est vrai. Donc ne négligeons pas. Mais non, je pense qu'il y a de toute façon, il y a une inégalité de structure qui est aussi vieille que ce partage. La gauche se définit positivement par sa prétention à guider le mouvement de l'histoire, et la droite est essentiellement une réaction aux prétentions de la gauche. Donc elle a jamais eu une revendication positive d'existence aussi prononcée que la gauche. Donc ça fait partie des données de base. Mais vous voyez bien qu'une partie de cette entreprise de rééducation peut être parfaitement absorbée par le progressisme de Macron. On va faire un nouvel homme, et un nouvel homme qui sera une femme. On va faire... Non mais... Je veux dire, tout ça est parfaitement compatible. Non, c'est plein de contradictions partout. Regardez Macron. Il n'a en réalité pas réussi à faire le en même temps et de droite et de gauche. Bel et bien, son mouvement, ses adhérents, ses électeurs et ses députés sont travaillés par le clivage. Donc, je ne crois pas du tout qu'il ait disparu, mais il est mis dans une moulinette en fonction de données extérieures qui rendent extrêmement problématique de constituer des groupes. Ça veut dire qu'on va vers un système politique extrêmement instable. D'accord, qui en tous les cas passera forcément donc par des coalitions. Mais moi j'en reviens à votre clivage. Il me semble que d'abord, il y en a enfin pas un autre, mais qu'il est en quelque sorte démultiplié par le fait qu'il y a à la fois des réclamations sociales et des réclamations identitaires.
Et justement, ma question est, en revenant à cet article, au fait que 5 ans après l'avoir écrit, vous avez diagnostiqué la fracture sociale, qui a été le grand thème de la campagne de Jacques Chirac. Avec le succès que l'on sait. Évidemment. Est-ce que tout de même, la ligne, le fil rouge, ça n'est pas l'irruption de nouveau de clivages de classes, de clivages sociaux qui ont pris beaucoup d'acuité. Ouais. La détestation des riches est devenue quelque chose d'assez violent dans son expression. Donc, est-ce que c'est pas ça, en fait, la clé de lecture de ce Mais il n'y a pas de clé de lecture unique. Oui. C'est ça le problème. Cet élément-là existe, avec la difficulté qu'on a une lutte de classe qui s'aiguise. C'est la mondialisation qui la renouvelle dans ses expressions, et c'est la fracture culturelle du diplôme, qui devient un élément clé du système politique. Donc, ça existe, mais on a affaire, si je puis dire, à une lutte de classe sans classe. C'est-à-dire qu'on n'a pas des blocs sociaux identifiables. En réalité, la classe ouvrière et sa supposée capacité d'agrégation du peuple était une mythologie. Oui. Mais elle avait une réalité objective qui tenait à la deuxième révolution industrielle et à la civilisation de la très grande entreprise. Oui, quand vous aviez effectivement des usines, quand les gens travaillaient à la chaîne, effectivement, par milliers, c'était effectivement... Ça avait un sens tangible. Oui, et il n'y a plus rien de tout ça. D'accord. Mais vous avez quand même, et on l'a vu, pendant toute la crise des Gilets jaunes, vous avez une sorte de lumpen prolétariat précisément sur le plan culturel, qu'on ne connaissait pas, effectivement, qui ne vient jamais à Paris. Ça m'a beaucoup frappé, pour qui Paris est un monde étranger, et qui s'est regroupé, qui a fait cette tentative de regroupement, mais qui constitue une part non négligeable de la population. Oui, mais bien entendu. Il y a une part de la population dont tout le problème est que, d'une part, en fonction de ses instincts spontanés qui participent de l'individualisation générale, elle n'est pas portée à la coalition. C'est quand même une des grandes leçons du mouvement des Gilets jaunes, c'est que personne ne voulait s'organiser là-dedans. Et puis d'autre part, cette population est elle-même très atomisée à tous les niveaux, dans son travail, territorialement très dispersée, et ne procède pas à des rassemblements significatifs. Il n'y a pas de banlieue gilet jaune, comme il y a eu des banlieues rouges. Oui, il y a quand même des... il y a des zones, on dit. Le mot zone est en lui-même. Il y a des zones, il y a aussi... il y a certains, par exemple, moi, j'ai vu beaucoup de groupes de Lorrains, c'est-à-dire des zones désindustrialisées. Le peuple, comme vous l'aviez dit, je crois ici, des aides-soignantes et des caristes. Oui. Et ça, c'est ceux qui ont la chance d'avoir un boulot à peu près fixe. Oui. D'ailleurs, les Gilets jaunes étaient plutôt des gens qui avaient un boulot et qui désespéraient de ce que leur boulot pouvait leur offrir. Donc, socialement. Ceux-là, le problème, c'est qu'ils ne sont toujours pas, dans le fond, représentés. Non. Dans et il est très difficile de les représenter. Mais qui va porter leurs intérêts? Qui va défendre leurs intérêts? Personne. Il faut être lucide. Il y a les mécanismes même de la représentation politique, territoriale, d'abord, rendent cet électorat très difficile à manifester. Il est lui-même très peu porté à désigner des porte-paroles. Et par ailleurs, le phénomène démographique et le phénomène culturel qui valorise, disons, le monde diplômé des grandes métropoles qui sont majoritaires en termes de participation électorale, rend effectivement cette population hors du circuit politique. C'est exact. Et alors ça veut dire qu'après, ça relève de la sagesse des gouvernants qui considèrent... Les gouvernants ne sont pas là simplement pour représenter leurs électeurs, mais en principe, le pays tout entier. Oui, et ils peuvent prendre en compte la question sociale d'un genre inédit que représente cette population. Je pense que c'est capital. On suppose qu'ils le devraient, mais qu'effectivement, ils n'y sont pas portés. Ils n'y sont portés que par les manifestations, les violences. Eh bien, il y en aura d'autres. Et ce genre de choses. Mais alors, si je reprends votre diagnostic, vous nous dites à la fois, bon, il y a cette espèce de super clivage droite-gauche, mais qui est devenu un peu plus fluide, et surtout, de chaque côté, on a des camps totalement éclatés. Et donc, le système politique sera à l'avenir beaucoup plus instable.
C'est ça, Oui. en somme, c'est ça que vous... C'est ça qui me semble se Donc, dessiner. ce qui signifie que ce clivage entre progressistes et populistes, entre, bon, vous appelez ça comme vous voulez, que d'ailleurs notre ami Philippe Reynaud, lui, valide, vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que ce sera le clivage organisateur de la vie politique? Non, parce que je pense d'abord qu'il y a deux populismes très distincts, et je regrette, un populisme de droite et un populisme de gauche, qui peuvent se rejoindre d'ailleurs, mais qui mettent l'accent chacun sur une question particulière. Donc, l'identité culturelle à droite contre l'immigration, la souveraineté populaire contre la loi du marché économique. C'est fait de mondes assez différents, même si, encore une fois, et sur beaucoup de points, ils communiquent, et d'ailleurs leurs électorats sont relativement interchangeables, au moins dans une certaine proportion. Donc, il y a deux populismes, et c'est ça qui fait la réalité du dit progressisme, et tient à l'existence de ces deux populismes, parce qu'il y a effectivement un groupe central, vague, mal défini, lui-même très partagé, mais qui est susceptible de s'allier contre les deux populismes. Il a les mêmes intérêts. Parce qu'il a les mêmes intérêts fondamentaux, et parce qu'il a les mêmes références culturelles spontanées. C'est aussi important. Donc, voilà. Mais est-ce que notre... Mais il est lui-même en réalité très divisé, ce qui va rendre une ligne politique crédible et majoritaire, parce que ça fait un système politique en gros des trois tiers, si on simplifie à l'extrême. Un tiers de droite extrême ou radicale, on ne sait pas la nommer. Vraie droite. Ou de vraie droite, on ne sait pas la nommer, c'est très compliqué en fait. Disons le populisme de droite, un populisme de gauche qui est en train de prendre en fait, et qui représente au total du total, alors c'est le plus divisé de tous. Oui, mais aussi en gros un tiers de l'opinion, et un groupe central qui ne représente qu'un tiers de l'électorat. C'est ça le talon d'Achille du macronisme, c'est que sa capacité d'agrégation des deux côtés est très limitée. Ça veut dire qu'on a affaire à des gouvernements minoritaires. Et encore une fois, et ça, c'est difficile à gérer, quoi qu'on dise. Des gouvernements minoritaires qui font des politiques anti-majoritaires, comme vous l'avez dit. Mais ce qui est justement, s'il y a un terrain sur lequel les populistes, ou en tous les cas, les gens qui le représentent, peuvent se retrouver, c'est sur le terrain des antagonismes sociaux. Oui. C'est-à-dire que donc ce conflit-là... Mais ça donne, vous voyez bien, ça donne des mouvements sociaux, mais ça ne donne pas de courant politique. D'accord. Et ça veut dire que ça n'entre pas dans l'espace démocratique. Mais est-ce que surtout la nouveauté relative, disons depuis quelques années ou décennies de notre situation, n'est pas qu'il n'y ait plus aucune porosité dans le fond entre les deux groupes? C'est-à-dire que... là, je vous parle de la sociologie. Oui, tout à fait. Je ne vous parle pas des partis. En effet, je pense que c'est la grande question, c'est que on a culturellement une rupture très profonde entre les groupes sociaux. Alors que, par exemple, la religion ou le patriotisme pouvaient unifier des gens socialement aux intérêts très opposés dans le cadre antérieur. Aujourd'hui, dans le parti catholique, il y avait des gens tout à fait différents socialement. Effectivement. Absolument, mais dans le parti... Dans le Parti communiste aussi, sans doute. Dans le Parti communiste. Ne parlons pas de sa base militante, mais de ce qu'il pouvait représenter, mettons... À l'intelligence. Ben oui. Il allait beaucoup plus loin. Et ça dépassait totalement les clivages sociaux. Aujourd'hui, on voit bien que le phénomène que les Américains ont engagé depuis longtemps, qui sont les guerres culturelles, ou peu importe la manière dont on les appelle, on va les retrouver. Ils arrivent chez nous. Parce qu'entre ces populations, il n'y a pas de langage commun. Et ça, c'est une grande nouveauté dans l'histoire, en particulier l'histoire française, parce que, mettons, l'histoire anglaise est très différente, avec une classe ouvrière en dissidence culturelle profonde vis-à-vis de l'establishment. Oui, bien sûr. Mais en France, non. Parce que la patrie. C'est vrai. Depuis la Révolution, il y a une... Oui, la patrie, la Révolution, précisément, à la fin du 19e siècle, finalement. La République, tout ça, on récupère, ça crée un ciment extrêmement puissant, qui n'existe plus. Ce ciment ne fonctionne plus, ce ciment ne fonctionne plus vraiment, et dans le fond, j'ai l'impression que dans cet éclatement, on en est en quelque sorte réduit à des hommes providentiels. J'emploie encore le neutre.
je m'autorise avec vous. Mais ce sont des créatures dont la culture est extrêmement délicate. Et on sait qu'on n'a pas tout à fait les conditions, le terreau sur lequel ils poussent. Bah, oui, mais en même temps, quelle est l'autre solution l'autre prédiction que vous pouvez nous faire, dans le fond, c'est un système politique qui sera tellement instable qu'on ne voit pas comment quiconque prendrait des décisions qui aient un quelconque poids. Je redoute que ça soit le cas. Je redoute qu'on entre dans un moment de grande confusion démocratique et de faiblesse des gouvernants. Macron n'est porté aujourd'hui que par l'inertie des gouvernements antérieurs. Son énergie, il la doit au passé et à l'idée qu'il est temps de rompre avec cet immobilisme. Mais demain, ce sera fini. Il va épuiser en quelque sorte cette énergie-là et au bout du compte, on aura une politique médiocre, complètement désenchantée, quelque chose qui va nous ramener à des bas étiages du gouvernement républicain de style 4e République, même dans un système institutionnel totalement différent. Ah ben je vous remercie Marcel Gaucher, vraiment, me voilà rassuré quant à notre avenir. Une dernière question, parce que tout de même pour moi c'est un peu mystérieux. Donc je sais que vous pensez que le clivage droite-gauche continue malgré tout à une nouvelle forme. Oui. Moi ce qui me frappe c'est qu'en réalité il n'y a plus de droite et il n'y a plus de gauche en tant que telle, puisque l'une et l'autre sont éclatées, mais effectivement j'ai le sentiment que les gens se disent toujours de droite ou de gauche, surtout de gauche d'ailleurs. Encore une fois, la gauche, alors la nouveauté, c'est qu'il y a une droite positive qui est en train d'émerger. Une droite, quand je dis droite positive, je veux dire qui n'est pas simplement une... C'est pas le problème. Pas, oui. Non, positive. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire qui tient à ses valeurs propres. Parce qu'il y a effectivement, et c'est normal dans le contexte global où nous vivons, une renaissance de l'idée conservatrice très différente. C'est plus les bonnes mœurs, c'est plus la lutte pour la famille, etc. Tout ça. Et non, mais c'est la valeur fondamentale du conservatisme qui est l'ordre politique, qui s'incarne dans l'État, dans la nation et dans la nécessité d'une organisation sociale suffisamment consistante pour faire face à un monde dangereux et pour faire place à un raisonnement stratégique dans les affaires du monde, qui est ce que nous avons totalement oublié en se contentant d'exalter vaguement notre rôle de grande puissance sans plus aucun fondement. Les affaires du monde occupent d'ailleurs de moins en moins de place. Je me suis fait cette réflexion il n'y a pas longtemps dans les informations en France. De moins en moins. Ben oui, et on comprend pourquoi, mais on comprend aussi qu'il y a des gens informés malgré tout dans ce monde et qui réagissent. Donc, je crois qu'il y a une droite positive qui est en train de se reconstituer de façon progressive. Ces choses prennent toujours du temps. Et je crois que la gauche étant dans l'embarras fondamental, c'est pour ça qu'elle se réfugie facilement sous les ailes de Macron, c'est que la gauche, c'est l'histoire. La gauche, c'est l'idée d'un mouvement de l'histoire qui mène vers l'émancipation et que donc elle a la mission de piloter. Le problème, c'est qu'elle n'a aucune explication du mouvement de l'histoire tel qu'elle se produit aujourd'hui. Oui, et comme vous l'avez d'ailleurs dit, elle n'a rien à proposer pour donner à une société le sentiment, la capacité de reprendre son destin, la capacité de maîtrise qui est pour vous le cœur même de l'objet de la politique. Mais oui, en réalité, elle supposait qu'elle l'avait. Elle n'avait pas à se tracasser. En réalité, elle s'inscrivait à l'intérieur du fait qu'il était constitué. Aujourd'hui, il faut le vouloir pour qu'il existe. Et elle n'en a aucune idée. Donc elle est complètement désarmée, d'où sa politique de chien crevé au fil de l'eau, qui est sa ligne directrice et son refuge dans les causes sociétales d'émancipation individuelle qui finissent par épuiser leur charme au bout d'un certain degré de radicalisation. Vous en avez assez des croisades contre divers et variés.
Je pense que je ne suis pas le seul à avoir de la peine à concevoir que le salut du genre humain réside dans ces causes, si sympathiques qu'elles soient à leur échelle. Ou pas, ou antipathiques d'ailleurs, aucune importance. C'est pas là que ça se passe. Je vous interrogerai un jour prochain sur nos libertés, cher Marcel Gauchet. Eh bien, à défaut d'être rassurant, c'est toujours passionnant. Je vous remercie et j'invite vraiment tout le monde à lire ce texte que nous allons publier sur le site. Et d'ailleurs, à lire aussi l'article de Philippe Reynaud dans Le Monde, qui était très intéressant. Merci beaucoup, Marcel Gauchet. À très bientôt.